Ils vont tenir leur congrès en fin de semaine, le Parti conservateur du Québec. On a le chef avec nous ce matin, Adrien Pouliot. Bon matin, comment ça va? Hey, ça va bien, Jeff, et j'ai hâte à samedi. T'as hâte à samedi, t'es crinqué, hein? Oui, pas mal, oui. Je dois te poser une question. Est-ce que tu as vu les résultats ce matin du Manning Center concernant la droite au Québec? Oui, j'ai eu l'opportunité d'avoir une copie avant tout le monde. Là. Je l'ai regardé en diagonale et j'ai trouvé ça intéressant. Je pense qu'il y a des signes là qui montrent qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Mais ils savent pas, là. Et le mystère, j'imagine, c'est pourquoi est-ce que rendu aux urnes, ils votent pas selon leurs convictions. Moi, d'après moi, il y a une raison, il y a peut-être une couple de raisons. Un, il n'y a jamais eu vraiment, en tout cas depuis le décès de l'ADQ, il n'y a pas eu de parti vraiment qui représente ces aspirations-là, puis ces valeurs-là, puis cette direction-là. Et deux, les gens sont tellement écœurés du Parti québécois qu'ils vont voter libéral en se bouchant le nez encore une fois. Là-dedans, par contre, je vois une chose que j'imagine que tu ne partages pas comme point de vue. Les autres, ils disent, écoute, quand on regarde tout ça, avec le nombre de partis politiques qu'il y a, puis peut-être un 15% de droite ferme, quoique dans les gens de centre, quand on leur pose des questions plus précises, on voit qu'ils sont plus à droite qu'ils le pensent. Ils se demandent s'il y a une option, là, si vraiment il y a une manière pour un parti comme le tien de vivre au Québec. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que oui? Ou tu dis il y a un parti comme la CAQ, si on veut avancer, si le Parti conservateur du Québec veut s'établir, il faut qu'il y ait un des trois partis actuels qui meure. Si c'était un des deux vieux, ce serait encore mieux, mais si la CAQ se tasse, ça nous laisserait une place. Est-ce que dans le contexte actuel, c'est bon pour toi là, avec ce qu'on voit de cette étude-là? Moi, je pense que la CAQ va disparaître, là. Et c'est comme bien d'autres. Moi, j'avais un espoir en 2010 qu'il y aurait, que François Legault apporterait vraiment quelque chose de nouveau. On a bien vu là depuis 2 ans que la CAQ est un parti qui se cherche au niveau idéologique. Il y a une boussole qui swing à gauche puis à droite, sans vraiment savoir pourquoi. C'est un parti qui est pragmatique. C'est un parti qui est déchiré à l'interne par constamment c'est une coalition, donc il y a des gens là-dedans qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Si les gens de la droite gagnent sur un point, mais là les gens de la gauche veulent claquer la porte, partir et claquer la porte. Alors donc là ils sont obligés de patcher tout le monde. Le lendemain, c'est le contraire. Les gens de la gauche gagnent un point. Là, les gens de la droite veulent sortir en claquant la porte. Alors, ça s'en va nulle part. Là. Et je pense que le prochain résultat électoral va être désastreux pour la CAQ. Est-ce que M. Legault va démissionner? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va faire challenger son leadership? Je ne sais pas. Mais quant à moi, l'apparition de la CAQ il y a 2 ans a retardé l'émergence d'un vrai parti de droite au Québec. Exact. D'accord avec ça. Donc, moi, je souhaite qu'il y en ait un des 3 qui meurt. C'est probablement effectivement la CAQ qui va disparaître après l'élection. Et ça pourrait avantager, la bonne nouvelle, c'est que ça peut avantager le Parti libéral, même si le Parti libéral n'est pas amoureux d'eux. Moi, j'aime mieux avoir le Parti libéral au pouvoir qu'avoir les péquistes, parce qu'il semblerait que même si c'est Legault, un péquiste qui est en tête, les gens qui votent caquistes, c'est avant tout des gens qui avant votaient libéral. Donc, ça pourrait avantager, si jamais il y a des confitures de la CAQ, ce qui risque d'arriver, ça risque d'avantager les libéraux, hein, c'est ça? Ben écoute, je sais pas, quand je regarde le résultat électoral de 2012, les libéraux ont perdu des plumes, si on l'a vu, mais pas tant que ça, finalement. Il y a quand même 15 ministres sur 20 qui ont été réélus et ils sont pas si loin que ça du pouvoir quand on regarde le pourcentage de votes puis le nombre de sièges. C'est difficile de voir combien de votes ont été enlevés au PQ par la CAQ. Moi, je pense qu'il y en a. Il y a encore bien du monde qui me disent M. Legault, c'est un closet separatist, là, c'est un séparatiste qui est caché. Alors, je sais pas, mais je suis convaincu, moi, qu'il y a des gens qui vont regarder les alternatives quand la CAQ va disparaître et le Parti conservateur va en profiter. Je reviens toujours un peu à la même discussion, je pense qu'on l'a eu, toi et moi, Jeff, dans le passé. Il y a quand même 1,2, 1,4 million de personnes qui ont voté pour l'ADQ en 2007. Je pense que le parti... J'aime beaucoup Mario Dumont, mais je pense qu'ils l'ont échappé en 2008. Et depuis ce temps-là, les gens qui ont voté pour l'ADQ en 2007, là, moi, ces gens-là, ils ont pas changé d'idée, là.
Tu sais, les raisons pour lesquelles ils ont voté en 2007 sont encore là en 2013. On est encore plus endettés, on est encore plus taxés, on est encore plus réglementés. Ça va moins bien aujourd'hui que ça allait en 2007 pour la plupart des familles qui sont étouffées par des taxes qui leur mangent à peu près la moitié de leurs revenus. Alors, il n'y a pas de raison que ces gens-là disent « OK, tout va bien aujourd'hui, on va voter pour les libéraux. » là. Ça leur prend une alternative. Les libéraux, ils nous ont amenés dans le trou. Là. Oh, oui. J'étais avec une ancienne ministre libérale hier soir et je lui faisais remarquer que la dette avait augmenté de 120 milliards à 180 milliards sous le règne de M. Charest. Là. C'était quoi sa réponse? Oh, ben là, il fallait investir dans les infrastructures. Ah, on n'avait pas toujours investi la même pendant affaire. 20 ans. Tout ça, oui. Toujours la même réponse que la bombe à Québec. C'est pareil. Exactement, pareil, c'est la même pareil. réponse. Puis c'est difficile de... Tu sais, ça prend une analyse assez pointue pour voir si c'est vrai ou non. Il y en a probablement vrai. Mais quand ta maison... tu sais, quand il faut que tu changes le toit dans ta maison, là, quand le temps est venu de changer le toit, là, ben tu changes le toit, mais là, tu vas couper ailleurs. Tu sais, tu vas aller moins aussi souvent au cinéma. Il faut que tu le payes, le toit, là. Et là, c'est pas ça qu'on a. Là, on a une continue augmentation de la dette. On est encore cette année, écoute, le déficit, ça va être un désastre. Là. On s'en va vers 2 milliards de déficit facilement. Ah, Alors, pour moi, là, les libéraux et les péquistes, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, sauf l'option. Sauf l'option nationale. Sauf que c'est parce que nous autres, on revient tout le temps sur la promesse de 2003 où on avait copié le programme de l'ADQ, puis ils ont été élus avec ça. Puis ça l'a comme refroidi tout le monde. Parce que quand on regarde l'étude du Manning Center, quand on pogne les gens, là, on leur parle pas de droite puis de gauche. On les pogne, mettons, un à un dans une salle. C'est ça. Moi, je pense pas qu'il y a autant de gens. C'est impossible qu'il y ait autant de gens au centre qui mettent un pied un bord puis un pied de l'autre bord. Ça se peut pas, ça. Dans la vie, t'es soit un ou t'es soit l'autre. Quand tu leur dis, hey, t'aimes-tu mieux un gros gouvernement qui décide tout pour toi puis qui te prend plein de taxes puis qui invente plein d'affaires que t'as pas besoin, qui fait travailler plein de monde qui font foutre rien, ou tu as besoin d'un petit gouvernement qui te donne la sécurité, qui te donne ci, qui te donne ça, puis qui enlève moins d'impôts, moins de taxes. Je sais ce que les gens vont choisir, moi, je le sais, sauf qu'il n'y a personne qui leur offre. Mais Jean Charest avait réussi à leur faire croire ça en 2003, puis il a backé au bout de 2 mois. Et je pense que les gens ont pas... 2003, là, ça a fait très mal au monde comme nous autres. Les gens ont perdu espoir à cause de ça, et ils craignent. Quand quelqu'un arrive avec ce discours-là à lequel ils croient, puis qu'ils savent qu'il y a un prêt à payer, parce que les médias, ce discours-là, ils ne l'aiment pas. La classe politique en général ne l'aime pas. Les syndicats ne l'aiment pas. Les groupes de pression, tous ceux, les artistes ne l'aiment pas. Il n'y a personne qui aime ce discours-là, sauf le vrai monde. Puis, quand quelqu'un arrive avec ce discours-là maintenant, les gens sont craintifs. Ce qui est intéressant, Jeff, c'est... Moi, j'ai fait beaucoup de sondages. Là, j'ai été 12 ans à l'Institut économique de Montréal, puis on faisait beaucoup de sondages, puis on sondait toutes sortes de choses. Est-ce qu'on devrait avoir plus de privés en santé au Québec? Ben, c'est au Québec, dans toutes les provinces canadiennes, c'est au Québec qu'on va le plus augmenter le privé en santé. Quand même incroyable, là, tu sais. Mais c'est ici qu'on le veut le moins. Je parle, quand on dit le moins, quand on le veut le moins, je parle de... Les politiciens. Politiciens, médias, syndicats... J'ai dit à François Legault, j'ai dit, it's a win. Si tu parles de ça, tu vas gagner. Il y a 70, entre 50, ça dépend comment tu poses la question, mais entre 50 et 70% des gens qui pensent que la santé peut appuyer le public. Là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Et je vais donner d'autres exemples. Toute la question de la syndicalisation, les votes secrets, les accréditations. On a posé beaucoup de questions sur la réforme du droit du travail. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que non seulement la population est en faveur de ce que j'appellerais redonner le contrôle des syndicats aux syndiqués, mais c'est encore plus vrai chez les employés syndiqués. Quand tu regardes les employés syndiqués, c'est eux autres qui veulent le plus avoir des votes secrets sur les conventions collectives, sur les grèves, sur l'accréditation. Mais pourquoi on ne le fait pas? Ben, c'est parce que je pense... Je sais pas. Est-ce que les politiciens qui sont là tiennent absolument à leur job puis veulent absolument être élus? Est-ce que c'est des politiciens professionnels qui ont besoin de payer l'épicerie? Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, c'est pas seulement la chance, mais en tout cas, entre autres, la chance d'avoir réussi en affaires, puis j'ai pas besoin du chèque de paye pour aller à Québec. Moi, je vais là parce que j'aime le Québec, puis ça me brise le cœur de voir la direction qu'on prend, puis il faut donner un coup de barre. Et contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, Jeff, moi, je crois pas qu'un parti de droite au Québec, ça va vouloir dire tant de sacrifices que ça pour beaucoup de monde. Dans le sens où
prenons le système de santé. Le système de santé, là, nous, ce qu'on propose, là, c'est de le rendre plus productif, plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire d'éviter le gaspillage de temps, le gaspillage d'argent. Et ça, c'est bon. C'est pas une question nécessairement de mettre des gens à pied, mais le résultat de ça, ça va être qu'il va y avoir plus de patients qui vont être soignés, ils vont attendre moins longtemps l'urgence, puis ils vont être en meilleure santé. Alors, c'est quoi le problème, là, de ça? C'est sûr qu'il va y avoir des changements. C'est la routine des gens qui travaillent au gouvernement va changer. Et ça, c'est normal que le changement, ça apporte une certaine crainte. Moi, je suis un homme d'affaires, j'ai fait des changements dans mes entreprises. Le changement est automatique là, pour tout le monde. Hein. C'est ça, mais il faut gérer ça. Il y a des façons de gérer le changement. Il faut expliquer aux gens pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est pour le mieux. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Puis il faut embarquer les gens dans le processus, mais il faut communiquer. Si je regarde toute la question de la crise étudiante l'an passé et le plan de communication pitoyable des libéraux là-dessus, là, c'est incroyable. Tu sais. Alors, il faut l'expliquer, la situation. Il y a un travail d'éducateur, d'éducation, de communication pour expliquer à la population, OK, voici les changements qu'on va faire. Voici où est-ce que ça s'en va. C'est quoi l'objectif? Puis oui, c'est sûr que nos vieilles habitudes vont être obligées de changer, mais il faut penser aux nouvelles. Il faut imaginer c'est quoi l'avenir, puis qu'est-ce que ça va donner, ces changements-là. Puis ce que ça va donner, c'est une population, c'est une économie plus forte. Avec une économie plus forte, il faut que les gens comprennent que ça veut dire que chacun d'entre nous va être plus riche. Tu sais, il va nous en rester un peu plus à la fin de chaque mois, puis on va pouvoir, au lieu de serrer la ceinture comme on le fait actuellement, mais on va avoir un peu plus d'air. Monsieur Pouliot, le panier de service. Vous oubliez le panier de service que les Québécois tiennent tant culturellement, c'est dans notre sang. Non, mais regarde, là, par exemple, là, dans les soins de santé. Actuellement, on gère nos hôpitaux. Les hôpitaux reçoivent une enveloppe au début de chaque année. Peu importe que l'hôpital soit productif, pas productif, propre, sale, efficace ou non efficace, que l'attente soit de 20 heures ou de 2 heures, il n'y a aucune conséquence à la production, à la qualité des services. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une conséquence. Si l'hôpital est bon, il faut qu'il soit récompensé par une augmentation de ses revenus. Puis si l'hôpital n'est pas bon, il faut qu'il soit pénalisé par une diminution de ses revenus. Et ça, on fait ça en faisant en sorte qu'on rémunère les hôpitaux selon les épisodes de soins, c'est-à-dire selon les opérations médicales qu'ils font. Plus ils vont faire d'opérations médicales, plus ils vont recevoir de revenus. Moins ils en font, moins ils vont recevoir. Une fois qu'on décide ça, bien là, le client, le patient, tout d'un coup, devient un client. Quand il rentre dans l'hôpital, Jeff Fillion, quand il rentre à l'hôpital, au lieu d'être considéré comme une dépense, tout d'un coup, il va être considéré comme un revenu. De la même façon que quand il rentre dans un métro Richelieu, le directeur général du métro Richelieu accueille M. Fillon en disant « Bonjour, je suis donc content de vous voir ». Puis il se dit dans sa tête, ça, c'est des revenus. Il se dit pas « Ah ben non, je peux pas quoi. » Il part mon stock. Il part mon stock, tabarouette. C'est ça. Ça marche pas, hein? Bon, écoute, alors, moi, j'ai vécu quelque chose. En place, là, il n'y a personne qui est mis à pied là-dedans, là. Non. Mais tu vas avoir des épargnes, des efficacités, et tu vas avoir plus de services, on va en faire plus avec autant d'argent. Alors, c'est bon pour tout le monde, ça. Il n'y a personne qui va être mis à pied avec ça, là. Hey, Adrien, on fait une courte pause très rapide à Radio Pirate et on revient, puis les 13 prochaines minutes, on les consacre à ce qui se passe ce week-end lors du congrès du Parti conservateur du Québec. On revient dans un instant. À Radio Pirate, on est avec Adrien Pouliot ce matin. C'est le congrès en fin de semaine, donc samedi, du Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'on est prêt pour une élection rapide, Adrien? On va avoir un super beau programme, Jeff, qui est d'ailleurs sur l'Internet, sur le web. Les gens qui veulent venir au congrès peuvent venir. Ils ont qu'à aller sur le web à particonservateurquebec.org. Je pense qu'on va sortir un très beau programme qui va rencontrer vraiment les attentes des gens qui sont à droite du centre. Mais je vais prendre un point, parce que là, tu parlais de l'endettement tout à l'heure puis du déficit là, présentement. Un des points, c'est de réduire les dépenses, réduire la dette. Il y a quand même un méchant challenge parce que oui, le chiffre officiel qui va être là dans le budget, ça va être quelque chose comme un 2 milliards ou autour de ça de déficit. Mais le vrai déficit ou la vraie augmentation de la dette cette année, ça risque plus de jouer aux alentours du 12 milliards. 12? Peut-être même 15, oui, en effet.
Alors, pour faire ça, il faut c'est un peu la théorie du salami, là, il faut couper le temps, il faut couper le salami en petites tranches, là, puis y aller tranche par tranche. La première chose, c'est, il faut se poser la question, quelles sont les missions essentielles de l'État? Quelles sont les choses vraiment là, que seul l'État peut faire ou qu'on veut absolument que ce soit que l'État fasse ça? On a 85 milliards de dépenses par année dans le gouvernement du Québec, là. Il n'y a personne qui va me dire là, que il faut absolument, c'est une mission essentielle, c'est absolument nécessaire là, que l'État dépense 85 milliards de dollars par année. Bon, il y a des choses là-dedans à éliminer, je ne sais pas encore lesquelles, mais il y en a. Bon, les choses qui sont Adrien, oui? avant, est-ce que, quand je parle de ça, là, couper 1 milliard ou 2, il paraît que ça se fait pas, ça. Non, mais écoutez, mais voyons donc, je veux dire, n'importe quelle entreprise, là, quand les choses vont mal, là, couper 5%, là, c'est rien, je veux dire, c'est sûr que ça fait un peu mal, là, bon, on va tous se serrer un petit peu la ceinture, mais 5%, moi, j'en ai fait, là, j'ai vécu des récessions, on a coupé 15%, là, ben, c'est dur, mais ça se fait, là, il faut avoir le courage puis de le faire, mais il y a Ouais, mais dans n'importe quelle organisation, que ce soit une entreprise, que ce soit un gouvernement, le gras s'accumule avec le temps. Oui. C'est normal. On n'est pas toujours alerte à ça. Puis, à certains points, il faut dire, OK, wow, attends un peu, là. On a-tu vraiment besoin de ce département-là? On a-tu besoin de... Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit nous, là, qui fasse telle chose? Est-ce qu'on peut le donner en sous-traitance? Est-ce qu'on peut aller en appel d'offres et faire telle chose? Alors, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire. Deuxièmement, les choses qu'il faut qu'on fasse, là, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut que ça soit fait à l'interne ou est-ce que ça peut être donné en sous-traitance, en appel d'offres, après un appel d'offres au privé, puis même on peut inviter l'école bleue ou les fonctionnaires à soumissionner là, sur des contrats, là, mais est-ce qu'on fait vraiment de façon aussi efficace que possible? Est-ce qu'en le donnant à un sous-traitant ou quelqu'un qui va soumissionner pour le faire, est-ce qu'on peut l'avoir à meilleur prix? Puis troisièmement, des choses qu'on ne veut pas donner en soumission, en sous-traitance, là, bon, je vais donner un exemple là, bien évident, là, la police ou la justice, on ne va pas donner les juges en sous-traitance, là. Mais ces gens-là, ces organisations-là, on doit reviser les processus pour les rendre plus efficaces parce que avec le temps, encore une fois, les inefficacités s'accumulent. On commande un rapport, on va avoir tel rapport à toutes les semaines. Après 3 ans, on n'a plus besoin de rapport, il ne sert absolument à rien, mais on le fait encore. Tu sais, alors, donc, il y a vraiment comme toutes les entreprises font régulièrement, il y a du nettoyage à faire. Ça, c'est certain. Alors, ça, il y a de l'argent à aller chercher là. Il y a d'autres, tu sais, on regarde là tout l'argent, par exemple, qu'Investissement Québec investit à gauche et à droite. Investissement Québec, là, c'est le panier percé du Québec. Là. On pense que ça fait des rendements, là, mais ça fait absolument rien. Ça gaspille notre argent. Je fais un petit exemple. Hydro-Québec, Claude Garcia, qui est le président de la commission politique, lui, il pensait qu'on pouvait augmenter les profits de Hydro-Québec de 2 milliards par année. 2 milliards de gaspillage. C'est beaucoup, là. Et écoute, là, si on fait ce que Claude Garcia a suggéré, là, on va avoir encore du courant, là. On ne fermera pas les lumières, là. Alors, il y a de l'argent à aller sauver en termes de productivité, d'efficacité. Moi, je l'ai fait dans une de mes entreprises. Là. Après 5 ans, j'ai augmenté la productivité de 40 % avec la même convention collective, les mêmes employés syndiqués, le même syndicat. Est-ce qu'on est capable de couper toutes les subventions aux entreprises au complet? Oui. On parle de 7 milliards, là. Oui. Mais on va couper les impôts de 7 milliards. Oui. Alors, ceux qui sont bons, ceux qui sont rentables, ceux qui fournissent des produits et des services qui valent quelque chose aux yeux de la population, qui sont capables de faire un profit avec ça, eux autres, ils vont être récompensés. Et ceux qui ne sont pas capables de le faire, à moins d'avoir des subventions, ben, ils vont être obligés de s'ajuster. Ça ne veut pas dire qu'ils vont fermer, ils vont peut-être s'ajuster, ils vont peut-être dire, oups, qu'allons ça, ben là, peut-être que je vais être obligé de conduire une Vaux au lieu d'une Cadillac. On va prendre l'exemple de Ubisoft, où ce qu'on a sorti le cash pour Ubisoft à Montréal. Hier, on en a parlé ici pendant que c'est arrivé, parce que ça s'est passé en Europe au début, la dégringolade de l'action de Ubisoft suite à des résultats qui ne sont même pas encore annoncés, mais on sait qu'ils vont être très mauvais. On parle de 300-400 millions de moins sur un chiffre d'affaires d'1,4 milliard. 1,4 milliard. Ça, on est impliqué là-dedans. Là. Je veux dire,
Qui fait ces choix-là? Qui n'a pas vu ça? On l'a déjà fait pour GM, on l'a fait pour Hyundai, on l'a fait pour un paquet de monde qui ont parti puis qui finalement se sont frottés les mains et ont dit merci, bonsoir, merci pour le cash, on est parti, Puis souvent, ils sont même partis dans la nuit. C'est quoi qu'on n'a pas compris des aventures qu'on a eues dans le passé? C'est ça pour moi qui est une énigme. C'est parce qu'ils veulent acheter des votes, parce que c'est toujours un achat de votes. Là, mais on pense que l'industrie du vidéo là, mourrait s'il n'y avait pas de subvention. Je le sais pas, Jeff. Moi, je regarde ce qui est arrivé en Nouvelle-Zélande là, quand ils ont frappé le mur à la fin des années 70 et qu'il y avait l'industrie de l'agneau la plus subventionnée sur la planète. Ils ont coupé toutes les subventions à l'industrie de l'agneau. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des fermiers, des agriculteurs, des gens qui élevaient de l'agneau, qui sont sortis de ça. Bon, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Moi, je vais aller faire pousser du blé. Je vais plutôt élever du bœuf. Il y en a d'autres qui ont dit, OK, ben là, si je veux continuer dans ma business, il va falloir que je sois plus productif, plus efficace. Avant, avant, j'étais capable de produire rien que X agneaux par année, là, avec le même argent, il faut que j'en produise 2 fois plus. Il y en a d'autres qui ont dit, moi, il faut que je produise le meilleur agneau sur la planète si je veux le vendre. Et ce qui est arrivé, c'est que l'agneau de la Nouvelle-Zélande est maintenant reconnu comme le meilleur agneau au monde. Alors, je ne sais pas moi ce qui arriverait là, si on coupait les subventions à Ubisoft et qu'on coupait les impôts, bien peut-être que l'industrie de la canneberge doublerait au Québec. On est bon pour faire de la canneberge au Québec. Puis si les producteurs de canneberge au Québec ne payaient pas d'impôts corporatifs, peut-être qu'on ferait 2, 3, 4 fois plus de canneberge. Peut-être qu'on ferait moins de jeux vidéo. Mais lequel est le meilleur? Pourquoi M. Landry a décidé que c'était plus important de faire des jeux vidéo que de faire de la canneberge? Je sais pas, moi. Mais c'est des choix politiques. Le marché nous dit peut-être, je sais pas, que on n'est pas les meilleurs au monde pour faire des jeux vidéo, mais on est peut-être les meilleurs au monde pour faire de la canneberge. Je donne cet exemple-là, c'est un exemple, là, mais ça peut être la canneberge, ça peut être n'importe quoi d'autre. Je peux te donner un exemple? On n'a pas grand temps, je sais, on a plein de points, mais on aime ça jaser tous les deux. Là. Puis je me fie à, je dirais, ta sagesse pour essayer de m'éclairer là-dessus. Pourquoi la réaction d'hier sur le libre-échange avec l'Europe, entre autres sur les fromages, pourquoi la Fédération des producteurs de lait capote? Pourquoi les producteurs de... Alors qu'on a un gros marché qui s'ouvre, on est un petit marché, d'après moi, on est dans les meilleurs pour faire le fromage. Les fromages fins du Québec, moi, je capote ces fromages fins du Québec. On n'a rien envie à personne. Pourquoi notre réaction est de paniquer, un peu comme dans le temps que Mulroney parlait du libre-échange, puis qu'il y avait une tollée au Québec, j'étais jeune, puis on me disait hey, on va tous perdre nos jobs, puis les Américains vont tous perdre nos jobs, les Mexicains aussi. On est aussi bien d'être contre ça, c'est dangereux, c'est dangereux. Moi, je disais tout le temps, j'étais jeune, là. Je disais, mais non, mais on est à une petite place, on va avoir accès à un grand, grand marché. C'est nous autres qui va gagner, on est bon. Pourquoi on est de même? Il faut comprendre là, que, d'abord, on met des choses en perspective. Là, ce que M. Harper a signé, là, ou s'il veut signer, ça va permettre d'importer à peu près 1,8 livres de fromage par Canadien par année. Là. C'est... OK, alors ça n'aura pas trop le poil des jambes, là. Mais ce qui arrive, Jeff, c'est que le lobby du fromage, eux autres, ils sont pas contents. Alors, ils chialent beaucoup. Le lobby du bœuf puis du porc, eux autres, ils sont bien contents, mais on les entend pas. Alors là, tu entends toujours ceux qui chialent. Alors, ceux qui chialent, là, c'est eux autres, là, le lobby du fromage, parce que actuellement, on a des tarifs douaniers de 256 % sur le fromage importé au Québec ou au Canada. Alors, c'est eux qui chialent, là, mais tous ceux qui sont contents, là, les vois-tu, là, ils se sont-ils prononcés? Non. On les voit pas. Ah les journaux, donc, les médias, qu'est-ce qu'ils cherchent, là? Ils vont pas passer une entrevue avec le gars du bœuf ou bien du porc, là, qui est bien content de ça. Lui, il vient d'avoir un marché extraordinaire qui vient de s'ouvrir. Alors, c'est comme ça que c'est un peu comme ça, mais moi, je pense que c'est un petit pas, là, ce qu'on vient d'accomplir, mais au moins, on a commencé à ouvrir une brèche là, dans tout ce système subventionné, monopolisé là, de la gestion de l'offre au Canada. Là. Mais le point surtout, c'est que c'est une occasion pour nos producteurs de fromage. Là. Ben oui, c'est une occasion. Et puis nos producteurs de bœuf et de porc aussi. Là. Ouais. Hey, 100$ par semaine par enfant dans votre programme, Adrien? Oui, alors ça, c'est la fameuse idée de la DQ. Notre idée, nous, c'est que les parents devraient avoir le choix de plutôt que ce soit le ministère qui subventionne les garderies. Nous, on donne l'argent aux parents, puis c'est les parents qui décident d'envoyer leurs enfants en garderie. Ça revient au concept
de responsabilité personnelle, de responsabilité individuelle, de cesser de materner les Québécois et de penser qu'ils sont des gens qui sont pas capables de faire les bons choix. Pour l'avoir, de ce que je comprends, il faut que les deux parents travaillent. Alors ça, c'est ce qu'on a mis dans le programme. On a eu différentes discussions, on a eu une tournée de consultation. Ils ont des gens qui ont dit, ben là, si les parents travaillent pas, pourquoi est-ce que tu leur donnerais un 100$ par semaine puisqu'ils sont à la maison? Alors, on l'a changé, mais on va avoir la discussion. Ça va être un débat intéressant qu'on va avoir samedi, là. OK. Et est-ce que les CPE existent encore? Les CPE deviennent, dans un sens, c'est un peu comme les écoles. Nous, ce qu'on propose, c'est que, par exemple, les écoles, que les parents, encore une fois, au lieu que l'argent parte du ministère, puis aille aux commissions scolaires, puis aille aux écoles, l'argent va aux parents. Donc, les parents ont une espèce de bon universel d'éducation, appelle ça là, un chèque éducation ou une carte prépayée. Là. Et là, les parents magasinent leur école. Alors donc, la distinction entre les écoles privées et les écoles publiques devient assez floue parce qu'une fois que tu donnes beaucoup d'autonomie aux écoles publiques, une fois que tu dis au directeur général de l'école publique, ben là, c'est toi qui négocies tes conventions collectives, c'est toi qui embauches les professeurs, qui les congédies, qui les évalue, c'est toi qui décides des méthodes d'enseignement. Ben là, la distinction entre ça et une école privée, là, ça devient un peu flou. Là. Alors, oui, je dirais je peux appeler ça comme une espèce de privatisation des CPE. Là. Parlant d'école, tu veux redonner le contrôle des écoles aux parents et les rendre plus autonomes, quelque chose qu'on parle souvent ici à Radio Pirate. Il me semble que c'est quelque chose d'assez évident et simple. Donc, on parle de moins de commissions scolaires, plus d'argent par tête pour la direction. En fait, le directeur d'école, avec un aide ou un comité de parents, devient comme dans une école privée ou semi-privée, en charge de son école. C'est lui qui décide qui coupe le gazon. On va appeler l'autre école pour le système scolaire. On va s'organiser entre nous autres. Tu sais, il y a une vraie tâche. Là. C'est un vrai directeur d'école. Oui, c'est ça. C'est un vrai directeur d'école. Puis là, il y a un vrai conseil d'administration composé de parents. Et il va peut-être décider de se regrouper avec d'autres écoles pour augmenter son pouvoir d'achat quand il veut négocier l'achat du Lestoil ou l'achat des services de transport scolaire. Mais il n'est pas obligé de le faire. Alors, est-ce que ça va amener, ça va être une incroyable émulation et innovation dans l'éducation au Québec. Il n'y a presque pas d'innovation au Québec actuellement parce que les gens qui innovent, qui essayent des choses, la plupart du temps, ne sont pas récompensés s'ils ont du succès. Ils se font dire, ben là, tu n'as pas suivi le petit manuel de Mao, tu sais, le petit manuel rouge là, de comment faire les choses qui a été mis par le ministère de l'Éducation. Et c'est encore une question de materner tout le monde. Toutes les directives viennent de Moscou, du téléphone rouge. Nous, ce qu'on pense, c'est que les directeurs d'école, il y a d'excellents directeurs d'école, il y a d'excellents professeurs, et l'État devrait tout simplement s'assurer là, que tout le monde a accès à l'éducation. OK? Donc, on continue à financer l'éducation, on continue à financer la santé. L'épaisseur du portefeuille ne décidera pas là, si tu es soigné ou non. Là. Avec un Parti conservateur du Québec, les gens ne mourront pas dans la rue. Là. Continue à le financer, mais la question, c'est de distinguer entre le financement et la prestation des soins ou la prestation du service éducatif. Et on pense, nous, que small is beautiful, comme on dit en anglais, là, et que plus tu ramènes ça à des unités qui s'auto-réglementent, qui s'auto-dirigent, c'est sûr qu'il va y avoir des balises, là, mais à l'intérieur de ces larges balises-là, on pense que les parents sont capables de décider que, ben là, telle école, là, c'est pas bon, cette affaire-là, je vais aller ailleurs. Et ça va amener un paquet d'innovations. Là. Il y a des écoles qui vont dire, ben nous, on va s'adresser seulement aux décrocheurs scolaires. On est capable d'avoir une clientèle avec ça. Oui, c'est ça. Il va y avoir des écoles spécialisées qui vont sortir de là. Ouais. Et en une minute, Adrien, d'abord, juste nous dire, c'est quel endroit? Est-ce que des gens doivent s'inscrire? Est-ce qu'ils ont à faire quelque chose de particulier ou ils se rendent tout simplement puis ils peuvent participer au congrès de ce week-end? Comment ça marche? Bien, idéalement, c'est de s'inscrire sur le site du parti, alors particonservateurquebec.org. Ils sont bienvenus. Pas besoin d'être membre pour venir au congrès. Donc, ça commence samedi matin au Québec Inn et ça se termine dimanche midi. Donc, samedi matin, quelle heure exactement? Ça commence à 9h.
Alors, vous êtes le bienvenu, tout le monde est bienvenu. C'est juste simplement, j'aimerais mieux que les gens s'inscrivent avant plutôt que d'arriver à la porte, mais si vous vous inscrivez pas avant, vous pouvez vous présenter à la porte et vous êtes les bienvenus. On vous attend à bras ouverts pour ceux qui veulent vraiment remettre le Québec sur les rails de la prospérité avec un parti vraiment à droite du centre. Hey, Adrien, merci encore. On se reparle prochainement. Bon week-end en fin de semaine. Je suis certain que vous allez accoucher de bonnes affaires. Regarde, moi, je pense qu'il y a de la place, mais il y en a un trop. Il va falloir qu'il s'élimine. On va s'en occuper tranquillement, pas vite. Il va s'éliminer, il va s'auto-éliminer. Par lui-même. Et par après, ben, effectivement, les gens auront une voix différente pour exprimer leurs droits, leur vote et tout. Donc, bonne vie au Parti conservateur du Québec. C'est important en fin de semaine ce qui se passe au Québécois. On se reparle dans les prochaines semaines, Adrien. Merci beaucoup, Jeff. Bye. Bonne journée. Adrien Pouliot est le chef du Parti